suis admirative. D'abord, je te remercie pour ça. Pour chaque modèle, il y a une limite. J'aime beaucoup cette représentation que tu nous donnes là, et surtout ce qu'on peut en retirer pour soi-même. Bonsoir à toutes et à tous et super merci. Je suis enthousiaste et un peu stressé de vous partager parce que mine de rien, c'est quand même le travail. J'ai commencé à travailler sur ce modèle-là au mois de septembre. En fait, c'est pas beaucoup quand je regarde la Brief History of Logical Levels de Robert Dills. Il a mis 10 ans avant de le produire. Donc je dis ça va, je suis encore dans les temps. Ce qui me semble... Donc j'ai une limite dans le temps que j'essaye de vouloir tenir, bien sûr, à tout prix. Juste quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas dans le circuit habituel des ateliers PNL que je propose. Simplement vous dire que c'est une initiative que j'ai prise il y a déjà longtemps, puisqu'en fait c'est en ligne, en Zoom depuis 2020, Covid aidant. Mais j'ai commencé les ateliers PNL déjà en 98, en fait à la sortie de mon maître Pratt, parce que je sentais qu'il y avait un besoin de pratique. Et donc en fait, j'ai aussi une envie de partager, c'est pour ça que les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, mais j'ai quand même, avec le temps, cru nécessaire, parce qu'il y avait une demande aussi, de créer une communauté plus fermée, à l'abri de Facebook et tous ces autres réseaux sociaux qui nous utilisent comme des produits quelque part, de manière à pouvoir travailler sérieusement avec des personnes motivées de développer leurs propres compétences et aussi de partager leurs connaissances, tout simplement. Alors les ateliers sont comme ça, je dirais, oscillant entre les événements que j'organise tous les 10, 15 jours, ça dépend un petit peu. Pour le moment, c'est toutes les semaines. J'en ai plus d'une centaine qui sont comme ça disponibles dans cette communauté des membres de l'atelier, de manière à pouvoir travailler là-dessus et travailler aussi sur les autres sujets qui en découlent, bien sûr. Vous présenter ce modèle sous un format comme un repas. On va commencer par l'apéritif, c'est l'introduction. Ensuite, on va passer à l'entrée, puis le plat principal, puis le dessert. Et si vous êtes bien sage, il y aura un pouce café. Alors, en guise de mise en jambe, et comme ça je me mets en marche aussi, c'est un peu une réflexion qui me trottine dans la tête depuis un certain temps, c'est qu'en fin de compte, on a de quoi sur le marché PNL, dans la communauté PNL, d'avoir des normes claires de formation, des modes de certification des praticiens, c'est-à-dire des certifications des enseignants pour pouvoir le faire, des programmes qui sont structurés, il y a une définition claire de technicien, praticien, maître praticien, enseignant, etc., etc. Tout ça me paraît des choses absolument indispensables. Il faut qu'on ait une ligne pour pouvoir avancer. Par contre, dans mon sentiment, dans mon expérience, comme je ne suis pas enseignant et que je suis simplement un praticien passionné, je pense que ce qu'on a besoin, c'est des espaces d'innovation, c'est-à-dire des moments où on peut faire, c'est un peu pompeux de dire recherche et développement, mais c'est-à-dire travailler sur des modèles, essayer de les améliorer, etc. Faire des améliorations en local par rapport à nos propres besoins ou en communauté avec d'autres personnes pour développer des nouveaux modèles, des nouvelles pratiques, etc. Je pense que c'est une phase, une dimension qui est absolument nécessaire si on ne veut pas que la PNL devienne momifiée sur base des programmes des années 80, etc. Je sais que les enseignants font plein de choses, je sais que plein de gens font plein de choses, mais je préfère accentuer un petit peu le trait pour dire qu'effectivement, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit peu une sorte d'expérimentation de cette possibilité de mettre à jour des modèles, de les travailler et d'oser les présenter. Cette présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est peut-être la cinquième que je fais où j'ai sollicité un nombre assez grand de personnes, des enseignants, des praticiens, des maîtres prates et même des personnes qui n'ont rien à voir avec la PNL, de manière à mettre à l'épreuve le modèle et de voir, tiens, est-ce que ça tient la route ou bien est-ce qu'il y a des lacunes? Et à chaque fois, j'ai fait des améliorations. Donc moi, je crois beaucoup à cette forme d'intelligence collective qui consiste à mettre quelque chose sur la table, bien sûr, mais après, s'enrichir des feedbacks pour pouvoir en faire quelque chose de plus intéressant. J'aimais bien cette phrase, la standardisation, ça assure une certaine forme de qualité, mais l'innovation, ça garantit la vitalité. C'est un petit peu ça que je voulais faire. Alors, je voyais que
que Chantal gigotait avec un papier. Là, je ne sais pas si elle chasse une mouche ou bien. Non, c'est Alors, mon je chat continue. qui... Je chasse mon chat. Ah, d'accord. Alors, je savais très bien, et c'était à moitié intentionnel, que j'allais jeter un pavé dans la mare ou un caillou dans l'étang, mais depuis que je suis gosse, c'est quelque chose que j'adore. Je suis désolé, donc j'ai pas de raison d'arrêter. Donc, en fait, véritablement, je dois dire que déjà en 97, quand je suis sorti de la formation de Maître Pratt, et que j'avais suivi un séminaire justement de Robert sur l'identité, je ne sais plus le titre exactement, directement, je m'étais posé la question. Je dis, nom d'une pipe, il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, je suis enthousiaste. Je trouve que ce modèle est super intéressant. En tout cas, pendant la formation, je l'avais trouvé super enrichissant. Mais je dis, il y a quand même quelque chose J'ai écrit un article déjà, vous pouvez trouver sur mon site, sur de l'atelier PNL. J'ai écrit un article en disant, tiens, mais qu'est-ce qui se passe avec ce niveau de l'identité en particulier? Et j'avais pas encore beaucoup d'autres notions sur le reste. Donc en fait, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui intuitivement, le modèle des niveaux logiques, c'est pas rien qu'un modèle comme les autres. C'est un modèle qui est véritablement la colonne vertébrale de plein de formations. J'ai plein de formateurs qui m'ont dit, mais oui, ma formation, elle est construite autour de ça. On commence par les niveaux et on remonte progressivement. C'est de bonne guerre. Ça structure la pratique aussi. Il y a énormément de gens, même des non-PNListes, qui l'utilisent. Et ça forme une sorte de langage. C'est un modèle qui véritablement est devenu structurant par rapport à l'approche de la PNL. Donc c'est pour ça que j'ose appeler, c'est un peu exagéré, mais un paradigme. C'est presque un paradigme en soi. Alors bien sûr, inévitablement, quand on s'attaque à ça, et là, je vous renvoie sur la théorie, les révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, je ne sais pas s'il faut dire Kuhn ou Kuhn, c'est pas grave, je ne vais pas le dire souvent. C'est qu'il y a inévitablement, quand on questionne, et c'est cette démarche-là qui m'intéresse beaucoup, c'est que inévitablement, on amène des résistances au changement, puisque en fait, c'est tellement confortable, et c'est tellement bien convaincu qu'on est d'utiliser les niveaux logiques que inévitablement, ça va choquer, ça va heurter. Et j'ai joué à plein sur ça dans toutes mes annonces parce que justement, en dehors, à un niveau méta, c'est une réflexion sur que fait-on avec les modèles? Est-ce qu'on les accepte tout fait? Est-ce on les répète sans trop y réfléchir? Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on les change? Est-ce qu'on les change pas? Et si on les change, et si on les transforme, et si on les remplace, c'est où qu'on les met? D'accord? Pour le moment, il n'y a pas énormément d'espace par rapport à ça. Donc, justement, en fait, Thomas Kuhn nous dit qu'effectivement, quand un paradigme est en place et bien solide, il grandit, il grossit, il se nourrit, et puis tout d'un coup, des failles apparaissent, et ces failles deviennent de plus en plus nombreuses, et puis, enfin, il y a un état de crise qui se crée. Je n'ai pas la prétention de créer une crise avec les niveaux logiques de Robert Dills, mais malgré tout, en fait, ça va dans cette démarche, c'est-à-dire d'aller un peu secouer le cocotier de manière à voir est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de passer à autre chose, à autrement, ou de modifier. Parce qu'au départ, ce modèle était destiné pour moi à être une variante. Mais à force d'y travailler, je dis, ben, c'est plus tellement une variante. Vous allez voir, il y a des choses qui ressemblent, mais c'est trop différent que pour pouvoir être appelé une variante. Ça, vous me le direz une autre fois. Feyerabend, Feyerabend, oui, vient à votre rescousse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si Thomas Kuhn disait qu'un paradigme doit remplacer un autre, Feyerabend est beaucoup plus sage. Il dit, bah, ben, ça va, on peut avoir en parallèle des modèles différents, des paradigmes différents, et ça va pouvoir survivre. Je viens aussi, avec ça, je termine au niveau de mon introduction, c'est qu'effectivement, je dis, quid de développement de nouveaux modèles, je dirais made in Europa, c'est-à-dire en fin de compte, on est d'accord, la PNL est née aux États-Unis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit peu plus de voix et un peu plus de voix au chapitre en affirmant des choses? Et on sait très bien que nos amis les Américains, quand ça vient d'Europe, il faut déjà être convaincant, quoi, hein, d'accord? Quand ça vient des États-Unis, c'est bien, tout est bon, etc. Bon, j'imagine qu'avec l'ère de Trump, on va peut-être revoir ça comme beaucoup d'autres choses, sans doute. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer les niveaux logiques. J'ai pris un schéma en vitesse parce que j'ai remarqué que je ne l'avais même pas mis dans ma présentation.
on ne va pas rentrer là-dedans. Parfois, on ne met pas le spirituel, sens comment est-ce qu'on dit, transcendance, ou je ne sais plus, etc. Euh, il- une chose est inévitable, cette forme-là est la forme la plus connue. C'est une forme qui monte en forme de pyramide avec des niveaux qui sont l'un au-dessus de l'autre. La fameuse pyramide de Diels, comme beaucoup de gens qui ne font pas de la PNS les connaissent. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Je vais reprendre seulement trois critiques que j'adresse à l'égard de ce modèle. La première chose, c'est niveau logique. Je suis complètement en désaccord. J'affirme haut et clair, et j'attends qu'on me le démontre le contraire, autrement que par des propos généralistes. Ce ne sont pas des niveaux logiques. J'ai regardé hier dans le fameux Brief History des Logical Levels de Robert Dills, il y a déjà 2 ou 3 chapitres où il explique sa relation avec Bateson, son admiration avec Bateson. Pour moi, c'est véritablement un argument d'autorité. Puisque c'est basé sur Bateson, c'est bon. Ben, pas nécessairement. Ensuite, j'ai remarqué aussi, je l'ai marqué dans un commentaire quelque part, il s'est passé une dizaine d'années entre le moment où il a commencé à en parler et le moment où il a véritablement mis le modèle sur le marché, si on peut dire comme ça. Et bizarrement, ça coïncide ces 10 années avec la mort de Gregory Bateson, comme si ça le gênait peut-être aux entournures. C'est une pure hypothèse de publier un modèle en évoquant les niveaux logiques de l'apprentissage de Gregory Bateson. Et à mon sens, autant les niveaux logiques de Gregory Bateson sont tout à fait cohérents, c'est véritablement des niveaux d'abstraction, des niveaux où on fait l'apprentissage sur l'apprentissage sur l'apprentissage. Pour ça, je n'ai absolument aucun problème par rapport à ça. Par contre, au niveau des niveaux logiques de Deal, si vous regardez un tout petit peu, c'est quoi la théorie des types logiques? C'est quoi un niveau logique qui est un peu moins strict, etc. En 2 mots, vraiment en 2 mots, la notion de type logique, c'est une notion de classe qui s'enveloppe. Si on va prendre les voitures, et au-dessus, il y a la classe des véhicules à roues, et puis des moyens de transport. Ça, c'est un exemple de classification, une classe étant un ensemble d'éléments qui ont des caractéristiques en commun, qui partagent des caractéristiques en commun. Et en général, il y a un niveau d'abstraction de plus en plus grand. Et là, c'est le modèle que j'utilise tout le temps, mais c'est l'exemple que j'utilise tout le temps. Comment peut-on dire que le comportement englobe l'environnement? Mais c'est une absurdité sans nom. C'est indéfendable. C'est indéfendable, tout simplement. Tout simplement parce que ce n'est pas des niveaux logiques. Moi, pendant des années, j'ai utilisé le terme niveau d'intervention. Et là, je suis pleinement d'accord. Niveau d'intervention, on travaille au niveau environnement, comportement, capacité, croyance, identité, spirituelle. Aucun problème avec ça. Mais le terme niveau logique, en plus, quand on voit qu'au départ, ça s'appelait niveau neurologique, après, il a enlevé le neuro. Je vous ai mis une critique de, je ne sais plus, c'est un gars qui est dans un practice group à Londres, un mail de 1999 et où ils discutent justement cette notion. Il suffit pas d'enlever neuro parce que niveau logique, ça a du sens aussi. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la notion de niveau logique, mais c'est véritablement quelque chose que je conteste vraiment. Et en plus, globalement, quand je discute avec des gens qui ont un tout petit peu, je dirais, de culture scientifique ou logique, etc., et qui sont pas PNListes, en fait, ils se foutent de notre balle, quoi. Parce qu'ils disent, comment est-ce que vous pouvez dire ça, quoi? Et c'est véritablement comme ça que je le reçois, et je suis entièrement d'accord avec eux. Passons, c'est une question de terminologie, soit. Passons à la deuxième critique. La deuxième critique que j'adresse, c'est que le modèle tel qu'il est là, c'est que un modèle linéaire, hein, vous voyez, tout est en forme de ligne, et hiérarchique. Et c'est clairement marqué dans les termes de Robert Dills, c'est-à-dire qu'il dit clairement que le niveau du dessus influence, entre guillemets, plus fort, ou en tout cas influence, permet d'influencer les niveaux du dessous. Bien sûr que oui, c'est évident que oui. Et c'est très intuitivement super sympa. Mais ça sous-entend, en tout cas, ça sous-entend, il le dit même, je pense, dans son texte, que vers le haut, c'est pas la même chose. Ben, je me disais, prenez l'exemple d'un jeune de 4 ans, 3, 4 ans, ses parents le mettent au coup de piano.
D'accord? Il joue au piano et ça se passe bien, il continue, il fait une grande carrière, il arrive au concours Reine-Élisabeth, il devient virtuose, lauréat, etc., etc. Après, il va dire, je suis devenu pianiste. Tu es devenu pianiste comment? Ben d'abord parce que j'ai fait, ensuite j'ai développé la capacité et après mon identité a été impactée. Mais à 4 ans, il n'était pas pianiste. Donc déjà, c'est infiniment discutable. Mais soit. Je vous dis ce qui me dérange. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Vous savez très bien que la carte n'est pas le territoire et ma carte n'est pas particulièrement à jour, probablement. Soit. Euh, Ça, c'est la deuxième critique, c'est la linéarité et la hiérarchie. Le troisième argument pour lequel j'ai vraiment beaucoup à dire, et ça va être l'essentiel probablement du modèle que je vais vous proposer, c'est le niveau de l'identité. J'avais écrit en 97 que le niveau de l'identité n'existait pas, qu'il était vide. Il était vide parce qu'en fait, c'était que des croyances. Quand je dis je suis n'importe quoi, dessus, il y a une sorte de méta-état, c'est vrai, où je pense, où je suis convaincu que je suis. C'est une croyance. Essayez de voir une affirmation qui suit la question qui es-tu? C'est je suis, ben, c'est ce que je crois que je suis, c'est une évidence. Ajoutez à ça, avec la sémantique générale, qu'il faut prendre avec des pincettes l'usage du verbe être. Le verbe être est systématiquement source de distorsion. Quand on dit la pomme est rouge, si je mets des lunettes rouges, la pomme tout d'un coup elle devient blanche. En fait, la pomme a la couleur blanche et je ne dois pas dire la pomme est blanche, rouge, pardon, rouge. Donc, en fait, c'est le premier niveau où on utilise le verbe être. Et ça devrait, je dirais, tingler, comme on dit en anglais, dans notre oreille. C'est attention, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, et pourtant, le concept d'identité est important. Quand on parle, on fait un coaching, un accompagnement, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais exprimer comme ceci, dessiner comme ceci dans la hiérarchie, et on va voir tout à l'heure, c'est là que je vais devoir faire le plus de raccourcis parce que j'ai véritablement creusé toutes les définitions, théories, modèles et pragmatiques, etc., autour de l'identité. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc, c'est là que je vais être le plus frustré de ne pas pouvoir vous partager tout. Venons-en au modèle. Euh, on vient de terminer l'apéritif. On va maintenant entrer dans l'entrée. Je vais vous servir l'entrée. L'entrée, elle est confortable, c'est toujours digeste parce que c'est le début et puis c'est léger. Et l'entrée, c'est véritablement, on va entrer dans le modèle. Et ce modèle, il est définitivement pas pyramidal, pas linéaire, pas hiérarchique. Et j'ai opté pour une forme circulaire. Pourquoi une forme circulaire? Mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'intersections entre les différents éléments. Il n'y en a pas encore assez parce que, mine de rien, il y a toujours une limitation à un dessin en 2 dimensions. Mais vous allez voir, j'ai une astuce après qui va permettre d'un peu compenser ça. Donc, je travaille sur un modèle circulaire. Un modèle circulaire qui déjà démonte la hiérarchie et la notion de linéarité. Alors, bien sûr, noblesse oblige, ou appelez ça comme vous voulez, on va commencer par le commencement, on va commencer par le contexte, et là, je suis assez d'accord que nous sommes plongés dans un contexte. Et attention, parce que vous dites, mais non, c'est environnement dans la pyramide de Diels. Eh bien oui, et c'est volontairement que j'ai opté de remplacer environnement par contexte pour une raison bien simple. L'environnement, on va dire, a un caractère, on va dire, passif, dans le sens que c'est l'environnement dans lequel je suis plongé et qui va bien sûr me générer des contraintes. Mais j'ai préféré adopter le concept de contexte au sens de Christopher Alexander dans Pattern of Language. Si vous allez voir, en fait, il raconte véritablement quelque chose de super intéressant. Il dit le contexte, c'est bien plus que l'environnement matériel qui nous entoure, ou que les gens qui nous entourent. C'est essentiellement quelque chose qui est à double sens au niveau de l'interaction, au niveau de ça inclut aussi le climat socioculturel. C'est beaucoup plus complexe que simplement l'environnement, en tout cas tel que moi je le pratiquais. T'es où? T'es dans quel boulot? Dans quelle entreprise? Etc., etc. Euh, donc déjà ça. Mais
ça, c'est encore tout à fait détail. On passe directement à ce que j'ai appelé la matrice de l'expérience. J'ai changé au moins 5 fois de nom avant d'être satisfait par celui-là. Matrice, justement, parce que beaucoup plus d'interaction entre les différents éléments et les différents espaces. S'il y a quelqu'un qui a son micro qui est branché, si vous pouvez regarder pour débrancher votre micro, parce qu'il y a de temps en temps un petit bruit, ou alors c'est chez moi qu'il y a une perturbation, mais... Alors, la matrice de l'expérience est donc, elle est plongée dans le contexte. J'aurais pu faire un contexte infini, une zone verte qui va au-delà de l'écran, mais là, keep it simple, parce que je vais montrer quelque chose à l'extérieur, donc j'ai gardé un peu de la place. La matrice de l'expérience, elle est donc circulaire, c'est un disque. Et ce disque, j'ai déjà dit pourquoi, mais je le divise en deux parties, en deux demi-disques ou deux demi-sphères. Alors, de quoi s'agit-il? Et voilà, ça c'est deux demi. Voilà, c'est fini. Il y a des questions? Non, je continue. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? On va commencer par ça. Ça, c'est l'apéritif. J'ai mis la zone que j'appelle de l'individualité ou de la singularité, c'est-à-dire ce qui me concerne en moi propre, à terme propre. Et là, je vais vous rassurer tout de suite parce que je vais vous apporter que des éléments que vous connaissez. Donc, vous allez vous dire, mais enfin, avec quoi est-ce qu'il vient? Il vient avec des trucs, c'est bateau, on connaît tout ça. Alors, qu'est-ce que je mets en couche suivante? Là, c'est une couche. Je mets la notion d'émotion, parce que vous allez voir le processus interne qui est au centre tout à l'heure. L'émotion est en contact avec le contexte, c'est-à-dire que le contexte va influencer, va moduler, va faire varier, va jouer un rôle. Donc, il y a quelque chose qui vient du contexte vers l'émotion et aussi, bien sûr, vers l'intérieur, c'est-à-dire on va commencer par, là j'ai récupéré, vous allez dire que j'ai vachement copié, les comportements s'y retrouvent, on ne peut pas inventer l'eau chaude quand c'est déjà fait. J'ai préféré de choisir le mot faire. Les comportements, ok, pas de commentaire, vous connaissez, c'est exactement la même chose que dans la pyramide de Diels, il n'y a aucun problème avec ça. Deuxième niveau, le savoir. Je préfère savoir à croyance, je trouve que croyance c'est un peu limitatif, en plus on dit croyance et valeur. Et puis on commence à discuter, ou la carte du monde, ou les croyances. Vous prenez le terme que vous voulez. Moi, j'aimais bien le terme savoir. Alors, si vous avez des notions de géométrie, vous avez peut-être vu que si on prend la première, si on prend la première et si on prend la deuxième, c'est bizarre, mais ça colle pas ensemble. Ça colle pas, pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de créer une troisième zone. C'est absolument pas nécessaire parce que entre le savoir et le faire, il y a le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est quoi? C'est les compétences, c'est les capacités. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de titre. Voilà. Hop là, c'est bien. Hop, 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 hop. Donc, je n'ai pas besoin. Et si vous réfléchissez un tout petit peu, quand vous dites une stratégie, hein, parce que c'est quand même, c'était immanquable de mettre une zone savoir-faire et compétences pour des pénalistes que nous sommes, il faut bien qu'on colle les stratégies. C'est quand même notre plaisir le plus sournois de décoder les stratégies, n'est-ce pas? Donc, en fin de compte, mais c'est un savoir. En fait, connaître une stratégie, c'est connaître une stratégie. Si je n'ai pas de connaissance de la stratégie, si j'oublie les stratégies, eh bien, je ne suis pas incapable de les faire. Mais c'est un savoir incarné, c'est un savoir qui va être actionnable, et c'est un savoir qui va glisser progressivement dans le faire. Et c'est un ensemble d'actions aussi, de toute façon. Et quand je travaille avec ça, bon, ben, les adeptes du modèle de Diels, ils vont s'y retrouver, puisqu'il y a les trois zones qui sont dedans. Il n'y a aucun problème. Et là, vous notez déjà que en zone tampon, quelque part, parce que c'est le produit de tout ce qui se passe à l'intérieur, de notre processus interne, va percoler, va influencer, va générer, va stimuler des émotions, des états internes, pour le dire d'une manière générale, qui eux-mêmes sont influencés parce qu'il y a des émotions qu'on ne va pas dire, parce que le contexte n'est pas approprié. Enfin bref, il y a vraiment cet échange fantastique qui se passe entre les deux niveaux. Je sais aussi, je pense que c'est Alain qui avait ajouté les émotions dans la pyramide de Diels, mais de nouveau, comme le modèle ne tient pas à la base, c'est quelque part pour moi c'est une emplâtre sur une jambe de bois parce que c'est pas dans ce sens-là que je le voyais parce que la hiérarchie pour moi ne me convenait pas. Ici, je trouvais ça beaucoup plus confortable parce que je peux travailler avec les mêmes éléments
j'échappe à la hiérarchie. Et en plus, plaisir infini pour moi qui suis un grand adepte de l'index de computation, on retrouve l'index de computation pour le même prix. Vous avez processus interne, comportement externe, état interne. Génial, bingo, on a déjà fait 2 coups en un. Et on n'a fait qu'un demi-cercle. C'est quand même bien. Alors, je continue sur le reste, et c'est là qu'on va rentrer que les Romains s'empoignèrent, comme on dit souvent. Et là, je pense qu'on peut faire venir la grosse pièce, le plat principal, parce qu'on va rentrer dans les dimensions. Je ne voudrais pas oublier quelque chose, donc je regarde un peu sur mon pense-bête. Hop, là, je suis trop bas. Oui, ok, on va passer directement au slide suivant, qui est exactement le même. J'ai fait un duplicate, je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai décidé de placer au-dessus, dans l'autre place, à la place de l'identité que je vais traiter tout à l'heure, j'ai placé les identifications ou appartenance. Vous choisissez le mot qui vous. Les mots ne sont pas encore complètement fixés. Identification, appartenance, j'aurais dû mettre un S à appartenance, et comme j'ai mis un S à identification, parce qu'il n'y a jamais une identification, il y a beaucoup d'identifications. Remarquez que la notion d'identification, je ne sais pas si j'avais pris, oui, je l'ai pris. La notion d'identification, on la retrouve partiellement parce que c'est quoi une identification? Vous imaginez, vous êtes un individu, vous êtes une personne, vous imaginez une classe, c'est-à-dire un, un groupe d'entités, de personnes qui partagent des caractéristiques communes. Si je prends la classe des Belges, ben c'est tous les citoyens qui ont la nationalité belge. Si je prends les colériques, c'est la classe de tous ceux qui se mettent en colère pour n'importe quoi. D'accord? Une classe, c'est un ensemble d'éléments qui partagent des caractéristiques communes. C'est quoi une identification? C'est quand moi, je dis, tiens, j'ai cette colère, je connais cette classe, ce groupe, cet ensemble de personnes, appelez ça comme vous voulez, qui sont qui ont le label, hein, qui ont la nominalisation colérique ou le qualificatif colérique avec des caractéristiques, je m'y retrouve et une relation se crée entre moi et ce rôle, moi et ce groupe, moi et cet ensemble. Et cette identification, elle va elle va ressembler, et on le retrouve dans les niveaux logiques de Diels, où la plupart du temps, on place les rôles dans le niveau de l'identité. Bien souvent, on fait ça. J'en ai parlé à Charlton Heston, et il m'a affirmé qu'il n'était pas marié à Liz Taylor. Il était marié à Cléopâtre. Ça colle pas. La différence entre Cléopâtre et Liz Taylor, c'est la différence entre le rôle et l'identité. Confondre les deux, ça tient pas la route. Donc, pour moi, il était absolument indispensable de créer une distinction. Parce que j'ai encore la faiblesse de croire que la PNL est un langage de précision, d'accord? Et que donc, il est important d'être clair et d'appeler un chat un chat. Quand Cléopâtre joue le rôle, quand Liz Taylor joue le rôle de Cléopâtre, elle n'est pas Cléopâtre, elle joue Cléopâtre, d'accord? Donc, pour moi, mettre l'identité avec le rôle, alors on s'en sort toujours et on me dit oui, mais c'est dedans, etc., etc. Il faut le voir sur un sens métaphorique. Et là, de nouveau, j'apprécie beaucoup trop les métaphores pour accepter qu'on utilise les métaphores simplement pour pouvoir se permettre de parler flou. Les métaphores, c'est quelque chose de vachement précis, vachement précis. Donc ça ne nécessite pas de dire ça me donne l'autorisation d'être flou. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, je vais vous le passer. Oh, j'espère que j'ai pris ce slide-là parce que celui-là, il était important. Il est ici. Voilà. Quels sont les types d'identification par rapport à ces différents groupes? Mais vous avez des rôles de parents, professionnels, leaders, dans les groupes culturels, sociaux, professionnels. Vous avez des archétypes, le héros, le guerrier, le mentor. Vous avez même une identification à un soi idéal, à un soi futur. Si je veux, par exemple, devenir un grand conférencier international, il faut que j'ai cette connaissance que ça existe,
que j'ai une représentation de ça. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça vaut rien, parce qu'en fin de compte, c'est des choses que je m'imagine. Mais non, ce n'est pas vrai. Les identifications sont des identifications par des groupes et des ensembles qui existent et qui sont connus et reconnus. Si vous prenez le cow-boy solitaire, c'est pas une croyance personnelle, c'est quelque chose dont j'ai été nourri à travers les westerns américains. Quand j'ai l'image d'un bon père ou d'un mauvais père ou d'un courageux, ou appelez ça n'importe quelle catégorie, c'est parce que j'ai des représentations. Il y a une dimension intersubjective qui fait qu'on se comprend quand on parle d'un parent, d'un père, d'un mentor ou d'un Belge, d'un Français, d'un PNListe. Il y a une signification qui est commune, donc elle m'échappe puisqu'elle elle n'est pas qu'à moi. Et en plus, il y a des études sociologiques, il y a des films, il y a des romans qui ont construit ces représentations, qui ont donné du sens, qui ont donné de la chair à à chacun de ces groupes, à chacune de ces classes, à chacun de ces ensembles à laquelle je vais plus ou moins m'identifier. En parlant justement plus ou moins m'identifier, il y a la notion de ce lien avec ce groupe, cet ensemble, a des qualités. Il y a des identifications qu'on rejette, qui me posent problème. Il y a des identifications que j'adore et qui me mettent en valeur et je me sens bien avec ça. Il y a des identifications fortes. Moi, ça me colle à la peau. Et des identifications qui sont légères. Ah ben ouais, un peu, je suis un peu comme ça, d'accord? Il y a des identifications qui sont conscientes, d'autres qui ne le sont pas. Elles sont aussi variables dans le temps, aujourd'hui et demain. Et demain, je serai ceci, et qui varient aussi avec le contexte. Quand je suis avec vous, je suis plus avec mon identification de PNListe. Quand je suis avec mon épouse, comme mari, d'accord? Donc ça va varier avec le contexte. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est bidirectionnel. Une communauté peut vous choisir, vous désigner, toi, t'es des nôtres. Et moi, je dis, mais non, moi non, moi non. D'accord? Donc, il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et c'est toujours ça qu'il faut penser. J'ai oublié de le dire au début. C'est un modèle qui a pour objectif d'être pragmatique, utile. On met ça dans les mains d'un coach, il peut bosser avec ça parce qu'il a des distinctions suffisantes. Alors quand on disait l'identité, moi je suis un guerrier, voilà, je suis un guerrier, ok, je le prends comme ça, avec les niveaux de deals, ben, c'est mon identité, avec dedans peut-être une sous-modalité qui s'appelle un rôle. Eh ben, si je suis un guerrier, si je suis moi, je suis Christian, voilà, que peut faire un coach avec ça? Il peut rien faire, c'est mon identité, ou alors il faut changer de personne. Donc c'est ou bien moi, c'est la définition de l'identité telle que moi je l'avais retenue quand j'étais sorti de la formation, c'était ce qui m'identifie de manière unique et qui me caractérise même à travers le temps, même, je dirais, oui, et que j'ai d'unique et qui me différencie de mon voisin, ma voisine, même mon frère jumeau si j'en ai un. C'était ça pour moi la définition d'identité. Alors, c'est pas opérationnel parce que la question est géniale, mais la réponse est impossible. On va le voir après. Par contre, si je parle de la même façon comme identification, je suis belge, ou je suis francophone, ou je suis n'importe, ou je suis un pénaliste, comme vous voulez, je définis un lien avec une entité, une classe qui s'appelle PNListe, qui correspondent à des gens qui ont suivi des formations. Alors, on va commencer éventuellement à dire, oui, mais si tu as lu un livre, tu n'es pas PNListe. Si tu n'as pas fait le praticien, tu n'es pas PNListe. Donc, on va voir qu'il y a toute une discussion qui peut se passer, qui va définir cette classe et qui va permettre de la moduler. Moi, je suis PNListe. Oui, mais tu n'as lu qu'un livre. Et ça compte pas. OK. Ah bon, alors, bon, ça va, je suis pas. Donc, à ce moment-là, la relation va véritablement être influencée. Donc, c'est un outil formidable de travail. Plutôt que de dire, je te fige dans ton identité, ou tu te figes dans ton identité en le disant, je te dis, non, en fait, on travaille sur une identification. Est-ce que ce lien te convient avec cette catégorie de personnes? Et je suis un bon père ou un mauvais père? Identification à l'ensemble des bons pères et des mauvais pères. Ouais, je suis un mauvais père parce que mon fils veut toujours aller sur Internet et moi je veux limiter les heures et comme ça il ne m'aimera plus, l'enfant roi et tout ce qu'on veut, etc.
Alors je dis, écoute, on va se renseigner, on va reconstruire une représentation de ce qui, à l'extérieur, est défini comme un bon père. C'est-à-dire, est-ce qu'un bon père fait appliquer des règles, fait respecter des règles, ou bien il laisse tout faire parce que c'est un copain. Et alors, on va pouvoir recadrer en disant, mais tu sais, c'est pas à ce groupe-là que tu t'identifies, c'est à celui-là. Rien que ça, c'est un recadrage et c'est fini, c'est bingo quelque part. De même façon, à la relation aussi. Tiens, est-ce que tu es toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des jours où tu ne l'es pas? On va travailler sur les sous-modalités de la relation qui me lie à ce groupe-là. Pour moi, c'est une source incroyable de leviers sur lesquels je vais pouvoir jouer et qui vont me permettre d'initier un travail de changement, tout simplement, sur la qualité du groupe, les qualités, les caractéristiques, et sur la qualité de la relation. Maintenant, par rapport à ça, donc je regarde si j'ai pas tout oublié. Donc effectivement, l'identité, on peut faire ce qu'on veut, mais ça génère quelque chose de rigide et statique. C'est moi, je suis comme ça. D'accord? C'est contre ça quelque part qu'on travaille en tant que coach dans le changement, effectivement. Il y a aussi des présupposés philosophiques. Est-ce que nous avons une essence fixe? Ou bien comme Sartre, on n'existe que parce qu'on agit et tout est liberté et tout est ouverture. Il y a aussi une dimension, parce que vous ne l'avez peut-être pas encore pressenti, mais dans les identifications, ce sont des groupes. Donc c'est la dimension sociale. Et je pense que les niveaux logiques sont nés à une époque où c'était l'individualisme avant tout, l'excellence individuelle, etc. Et on n'a pas cette dimension de à quel point nous sommes influencés par l'environnement social, à quel point nous sommes influencés par les groupes que nous fréquentons, les personnes que nous fréquentons. Donc cette identité ne permet pas d'offrir ça, ne permet pas d'offrir ça. Les identifications, oui, c'est un processus dynamique, il est multiple, il est contextuel, il reconnaît la nature sociale de l'être humain. Et il est infiniment plus fluide et adaptable pour le travail du coach. C'est du pain béni, tout simplement, parce que le changement est beaucoup plus facilité. Je passe sur les avantages pratiques. J'ai tout le reste, j'ai tout dit, mais c'est chouette ça, j'ai tout dit, c'est bien ça. C'est pas fini, hein, on est toujours au plat principal, hein. Alors, pourquoi le plat principal? Parce que nous allons bien sûr aller un peu préciser le schéma. C'est pas beau de laisser comme ça un espace vide. Alors tout simplement, je ne me suis pas cassé la tête non plus. J'ai simplement reporté de l'autre côté. Quand j'imagine c'est quoi un conférencier international, mais c'est quelqu'un qui a un certain comportement. On va faire des comme si en PNL, d'accord? J'ai appelé ça les comportements intersubjectifs. Et ça peut être un tasking super intéressant. Va te renseigner. C'est quoi? Va trouver des modèles. Va trouver des mentors. Parce que c'est quoi un mentor dans une zone où vous voulez progresser? Un mentor n'est jamais qu'un individu particulier dans cette classe, dans ce groupe, dans cet ensemble de personnes. Et si vous suivez un tout petit peu la théorie des prototypes d'Éléonore Roche, il y a les prototypages, il y a des personnes dans ces groupes qui sont plus proéminents que d'autres, inévitablement. Et je vais bien sûr choisir mon mentor étant le personnage. Je veux devenir un conférencier international. Tony Robbins. Voilà, c'est ça qui me plaît. Voilà. Et voilà, ça rentre là-dedans. Que fait Anthony Robbins quand il rentre sur scène? Il fait des gestes comme ça, je vais commencer à imiter, etc., etc. Il a bien sûr quelles sont les croyances de ce mec-là, de ces mecs-là, de ces conférenciers? Est-ce qu'ils ont peur du public? Est-ce que le public est là pour les acclamer? Enfin, tout ce que vous voulez. Je vais dresser la carte du monde intersubjectif de ce groupe qui m'appartient là. Parce que pour le moment, là, dans ce schéma-là, je m'occupe d'une identification. On va voir après qu'on va les démultiplier, bien sûr. Mais m'interroger à quelle est leur carte du monde, quels sont leurs comportements. Et bien sûr, c'est la même chose en bas qu'en haut. Les compétences sont au milieu. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire pour pouvoir le faire? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour pouvoir être comme ceci, pour pouvoir entrer dans la catégorie? Je me suis trompé, vous avez entendu, j'ai dit pour pouvoir être. Non, c'est pas pouvoir être, pour pouvoir appartenir, continuer d'appartenir à cette catégorie. Et on peut sortir de la catégorie. On a donc un schéma ici. Si vous avez un tout petit peu d'expérience en intervention, c'est un terrain incroyable. C'est incroyable. Je suis un bon père ou un père, tout simplement,
Eh ben voilà, quels sont les comportements? On va décrire chacune des cases en haut. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce que tu crois là-dedans? Où est-ce que ça diverge? Où est-ce que c'est différent? Et si c'est différent, tu as envie d'aller plutôt dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire ceci? Vous avez une carte de comparaison et c'est bingo, quoi. C'est hyper facile. Alors j'ai mis des émotions en dessous parce que le reste, en fait, entre progressivement dans le contexte. Si vous regardez comment ça se passe, comment ces identifications arrivent, ben, en fait, elles sont dans le contexte. Je me faisais l'exemple tout à l'heure. euh, Vous imaginez un jeune qui sort du lycée et qui va rentrer à l'université. Il est impressionné parce que l'université, c'est quand même le machin, quoi. Il a 18 ans, il a toujours bien réussi. Il arrive avec son petit sac, et il regarde les vieux étudiants là, avec leurs pennes, etc., qui déambulent d'une certaine façon, qui parlent d'une certaine façon. Il voit ça, ils appartiennent au contexte, ces gens-là. Il va falloir qu'il entre dans le système. Quand il entre dans le système, après quelques jours, il va commencer à identifier des types d'étudiants. Et il va pouvoir choisir ou pas choisir, ça dépend s'il va le faire consciemment ou non, d'appartenir, enfin, de s'intégrer, de développer des qualités communes qu'il va partager avec cette catégorie-là. Il va donc développer cette identification à laquelle qu'il va s'approprier quelque part. C'est-à-dire qu'il va développer les comportements, puis avec le temps, il va commencer à adopter le mode de croyance. Les profs, c'est tout des cons. Il faut pas aller au cours, il vaut mieux aller boire un verre. Si tu sors pas, t'es pas un vrai étudiant. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, il va rentrer là-dedans ou il va pas rentrer là-dedans, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, l'identification est née à travers l'expérimentation de ce que le contexte a apporté. Et lui, dans son faire, son savoir et son savoir-faire, il va tout doucement se transformer, donner de la chair à son processus. Si on regarde aussi dans le processus d'individuation, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant naît, on peut dire que la Terre est prête, sa carte du monde est quasi vierge. Il y a des choses, mais bon, il y a beaucoup à apprendre. On n'est pas des êtres aboutis. J'ai entendu qu'il fallait, pour être un être humain abouti, il faudrait que la grossesse dure 22 mois ou un truc comme ça. Je trouvais très, très marrant. Mais donc, en fait, on n'est pas abouti. Donc, la carte, le demi-cercle du dessous, chez le bébé, il est quasi vide. Il sait faire deux, trois trucs, des arcs réflexes et des choses pareilles. Et qu'est-ce qui se passe? Il a directement une identification dans ses mains, ses parents. Après, ses frères, ses sœurs. Après, ses copains. Après, les collègues de classe et puis les étudiants. Enfin, bref, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, les identifications vont construire, vont nourrir son faire, son savoir et son savoir-faire pour nourrir. Et c'est ça que j'appelle quelque part mon interprétation de l'individuation à la Jung, c'est qu'effectivement, la partie inférieure se nourrit et grandit à travers ça. Et j'ai toujours en ligne de fond, ouais, mais c'est pour devenir quoi? Et je suis qui pour finir? On n'est pas des girouettes qui passent d'identification en identification. On n'est pas ça. Donc, il manque encore quelque chose dans le modèle et pourtant, il est quasi complet. Et on va aborder cette question de l'identité parce qu'elle doit être abordée, mais elle n'a pas sa place dans le schéma. Pour moi, c'est une grosse nuance. Donc, quand je pose la question, qui es-tu à quelqu'un en accompagnement ou qui suis-je quand je me pose la question à moi, je trouve que la question est précieuse, hyper importante, je vais même dire essentielle. Mais la réponse ne sera jamais la bonne réponse. Vous allez demander à quelqu'un, qui es-tu? Comment vous vous définiriez? La personne va commencer à dire, ouais, moi, je fais tout le temps les mêmes choses, ou bien je suis quelqu'un qui est obtus, etc., carte du monde, ou bien moi, je suis quelqu'un qui excelle dans l'art d'écrire des romans, etc. Donc, en fait, vous posez la question au centre, là où il y a le point noir, et inévitablement, ça va ressurgir sur autre chose. Soit sur une identification, soit sur un des trois composants, ou bien même sur les émotions, éventuellement, si la personne vit des émotions assez fortes. Et donc, en fait, la question est pertinente parce que la réponse va vous induire où est-ce que ça vaut la peine éventuellement de travailler, de questionner ou de déstabiliser parfois. Ça peut être un peu tout. Donc, en fait, cette question est importante,
Mais la réponse, je regardais il y a 2, 3 jours, c'était, je trouve, une superbe conférence. Je crois qu'il s'appelle Vincent Lénart à l'ICF, il y a quelques mois ou années, je ne sais pas, et qui disait effectivement, l'identité, c'est pas une énigme, l'identité, c'est un mystère. C'est-à-dire essayer de savoir qui je suis au sens, c'est ça mon identité, eh ben, c'est une réponse. Il n'y a pas de réponse parce que c'est un mystère et on progresse dans la vie pour avoir, pour aller vers quelque chose et on va voir un tout petit peu après ce que je veux dire par là. C'est un mystère. Donc, mettre une case et dire tu vas remplir la case, c'est un leurre, c'est impossible. C'est simplement rigoureusement impossible en plus d'être stratifiant, rigidifiant. Parce qu'on a beaucoup plus facile de travailler avec un schéma comme ceci. À quoi tu t'identifies? Ah, ça c'est intéressant. Parce que déjà, j'ai un levier de changement tout fait. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Alors, il y a un dernier élément, mais ça c'est un petit caprice de développeur, mais je trouve que c'est quand même vachement important. J'ai placé au centre les métaprogrammes. Comme bon informaticien que j'étais, les métaprogrammes, c'est notre operating system. C'est à travers les métaprogrammes que je vais évaluer que cette identification me convient, ne me convient pas, qu'elle est bien, qu'elle n'est pas bien, avec des notions de rapport au temps, des notions de rapport à taille de découpage. Enfin, les métaprogrammes sans ça, hein, on peut vraiment, vraiment rien faire, rien grand-chose. De nouveau, ça ajoute un outil supplémentaire à l'intervenant, c'est que, OK, on va travailler sur la taille de découpe. Est-ce que tu l'es tout le temps? Parce que les outils, genre métamodèle, etc., ça, c'est des outils. Ils n'ont pas leur place là-dedans, mais c'est les outils pour pouvoir travailler sur cette carte. Le métaprogramme est donc là. Alors, on a donc en fait quelque chose de super sympa parce que, en fait, cet après-midi m'est venue cette idée, c'est qu'en fin de compte, on a un super schéma, en fait. Pas plus, pas moins. Non? Il fallait oser, hein. J'ai reçu une lettre de Da Vinci qui m'a dit que je pouvais. Je vous le dis tout de suite. Mais moi, j'aimais bien parce que j'ai les 2 jambes et j'ai les 2 bras. Là, il en a 4, il a de la chance. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'identification, en fait, quelque part. Et en fait, l'ensemble est rassemblé à l'intérieur de moi. Avec l'Aikicom, le moi, il est vraiment, c'est le hara, c'est le centre somatique. Je ne vous ai pas parlé de la dimension corporelle qui est vachement importante dans la définition de l'identité. Je ne vous ai pas encore parlé tout à fait des émotions qui ont un rôle hyper important. C'est le rôle des marqueurs somatiques dans la création de notre identité par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues. Il y a tellement de choses que j'aurais à en dire, mais je suis obligé d'aller au plus vite. Mais j'aimais bien cette image-là parce que c'est un excellent ancrage qu'on peut faire avec nos accompagnés. C'est de dire, tiens, mais voilà, une jambe, qu'est-ce que tu as là, qu'est-ce que tu as là, qu'est-ce que tu as là, qu'est-ce que tu as là. Et puis je garde encore la tête pour éventuellement des dimensions plus élevées. Euh, et c'est pas un problème. De nouveau, j'ai eu un échange avec Jean-Luc Monsampès qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Je l'avais bien interpellé samedi à Paris, là, la fois passée. Si vous voulez vraiment avoir des niveaux logiques, si vous êtes vraiment en manque de niveaux logiques, vous pouvez dresser les niveaux logiques à partir du centre jusqu'à l'extérieur, où vous pouvez aller du plus opérationnel au stratégique jusqu'à l'essentiel. Il n'y a aucun problème. Il y a la place pour ça. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Vous ne serez même pas frustré. Je suis vraiment désolé. Alors, si vous voulez maintenant ajouter une petite touche à la Ken Wilber, parce que ça fait toujours bien, argument d'autorité, d'invoquer des gens aussi brillants que lui, mais vous avez en fait un cadran fantastique. L'intérieur individuel, c'est les croyances et les savoirs. L'extérieur individuel, c'est bien sûr les comportements. L'intérieur collectif, c'est les croyances de la carte du monde subjectif au niveau de mon assimilation, identification. L'extérieur collectif, c'est bien sûr les comportements de la classe d'individus à laquelle j'appartiens. Eh bien, comme ça fait bien. Et comme ça donne du poids au modèle. Alors, maintenant, je ne sais pas si j'ai appelé ça le dessert, mais on n'est pas loin de ça. Là, vous avez une carte. Quand vous faites un bilan, comme on dit, un bilan de compétences, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux vouloir faire? Etc., etc. Ce qui est extrêmement génial, parce que je vous ai dit que le point, c'était la question, qui suis-je? Oui, mais en fait, le point là,
c'est l'identité. Si vous avez fait un peu de géométrie, c'est quoi un point? C'est quelque chose qui n'a pas de surface. Si ça n'a pas de surface, vous pouvez rien mettre dedans. Et moi, j'aime ça. Ça alimente la notion de mystère qu'évoque Vincent Lénart, c'est-à-dire, il n'y a rien pour mettre dedans. Dès que vous touchez ce point-là, vous giclez dans autre chose qui est à côté. Et c'est ça qui est intéressant. Néanmoins, nous avons tous cette question existentielle. Qui suis-je? Nous avons un sentiment d'être soi. Nous avons ce sentiment. Nous sentons, on ne sait pas exactement comment. Je suis différent des autres. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, c'est sûr. Peut-être qu'un jour on va me cloner, mais pour le moment, je suis unique. Et d'autres diront, tant mieux, s'il y en avait deux comme moi. Mais on a acheté le moule quand je suis né, donc il n'y a pas y a pas de risque. Et donc, il faut répondre à cette question, qui suis-je? Et là, je vais introduire la dimension qui n'est pas apparente, parce que deux dimensions, c'est toujours restrictif. On va donc introduire une troisième dimension. Et cette dimension, elle se fait en faisant une légère permutation et en prenant tous nos disques, les uns derrière les autres, qui mesurent le temps qui passe. Et à chaque moment, cette carte a été différente, avec des autres identifications, avec des autres, je dirais, contenants de tous ces espaces qui sont dans la sphère. Il est beau le schéma, hein. Bon, on s'amuse avec n'importe quoi, hein. Alors, on arrive pour moi, la dimension essentielle par rapport à la réponse sur l'identité. Qui suis-je? En fait, pour moi, c'est devenu vraiment de plus en plus clair. C'est quelque chose que je ressens très fort et je comprendrais très bien que vous ne le sentiez pas comme ça. Mais pour moi, il y a véritablement un lien indispensable et incontournable entre identité et temporalité. Alors, pour ce faire, je ne sais pas si je l'ai mis là. Est-ce que c'est ça? Vous allez voir, là, je n'en suis pas peu fier. Vous allez voir, vous allez voir. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Je vais vous faire une petite animation et vous allez voir, c'est quoi le point? C'est en fait un plan de coupe de la flèche du temps. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Je vous le remets hein, parce que quand je vois le nombre d'heures que j'ai travaillé pour la faire, je veux repasser 10 fois. Vous voyez, on est là, on permute et, oh surprise, je ne l'avais pas vue celle-là. Là, on entre dans le domaine où on aborde véritablement ce qu'est ou ce que pourrait être l'identité. J'aimais cette définition, je ne sais plus qui l'avait dite. Je l'ai tirée en tout cas d'un podcast de Charles Pépin que je vous recommande. Moi, j'adore, je trouve qu'il parle simple, c'est super intéressant. Il a dit, si on me demande qui je suis, je peux chercher et peler l'oignon et à la fin, il n'y a plus rien parce que j'ai tout pelé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis l'unique personne, vraiment l'unique personne qui a vécu cette séquence d'expérience et qui l'a vécu comme je l'ai vécu. Si j'ai même un frère siamois ou un frère jumeau, il ne sera pas moi parce qu'il ne l'a pas vécu comme moi, ne fût-ce que parce qu'il était juste à côté de moi et il n'était pas ici. Donc, en fait, c'est première définition que je trouve super intéressante. Je suis la séquence d'expérience, c'est pas très joli, hein, il faudrait trouver un terme plus romantique, la succession, je suis l'acteur unique qui a joué cette scène, ces, ces expériences les unes derrière les autres, à la manière dont je l'ai vécu. Et là, tout d'un coup, waouh, ça a du sens. Je veux passe les détails. Si vous écoutez Damasio, je l'ai relu encore ces dernières semaines à fond. On parle d'histoire, on parle de soi autobiographique. Il y a encore énormément d'auteurs qui en parlent. Je pense que je les cite quelque part, j'espère, qui font qu'en fin de compte, Damasio parle notamment des marqueurs somatiques. Je vis une expérience d'une certaine manière, ça va générer ces marqueurs somatiques qui vont teinter mon expérience à tout jamais, et ça ne sera plus jamais la même chose, même si ça s'atténue. Alors vous voyez de nouveau, je parlais de pain béni pour les PNListes, mais c'est fantastique. Voilà tout d'un coup que s'ouvrent devant vous toutes les techniques de travail sur la ligne du temps. Il y a un problème, on travaille sur un petit reimprinting, un petit changement d'histoire. Bingo, c'est là qu'on travaille. D'accord?
Et alors, j'ai mis le mois futur. C'est un modèle que j'avais développé, mais je l'ai mis parce que c'est le mois futur. C'est de savoir, OK, 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 je suis mon passé, mais on va où là? On va où là? Nous avons ce besoin d'évoluer, de grandir. À mon avis, c'est peut-être cette frustration d'être né trop tôt et que donc il a fallu tout apprendre et que donc on a cette appétence pour progresser, évoluer, grandir. Que disait Nietzsche? Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Oui, mais je suis quoi? Et là, de nouveau, Charles Pépin m'a apporté un élément de réponse que je trouve super intéressant. Je ne suis pas du tout genre amateur de psychanalyse, mais c'est, je pense, Lacan qui l'a dit. En fait, nous avons en nous un désir inconscient. Et vous pouvez chercher comme vous voulez. Jamais vous saurez. Il était très catégorique. Sinon, c'est pas un désir inconscient. Ça va de soi. Nous avons un désir inconscient. Et donc, ouais, mais ça ne me répond pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Par contre, et ça, je trouve que c'est fantastique, vous sentez tout de suite quand vous vous en écartez. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. Quand on bosse et puis on fait un changement de carrière, à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là, moi? C'est pas moi, ça. Donc on sent cet écart. Et c'est là qu'on sent ce sentiment d'être, qui est en fait cette combinaison, je trouve fantastique, entre cette succession d'expériences qui sont derrière moi, que j'ai vécues de cette manière-là, et cette aspiration vers cette forme d'inconnu, le mystère de Lénart, le désir inconscient de Lacan, à laquelle je ne peux pas répondre, mais je vais développer un travail de conscience, awareness, comme on dit en anglais, de pleine conscience, de travail sur mes ressentis pour détecter au mieux et au plus vite chaque fois que je vais m'en écarter. Eh bien, ça, c'est moi. Je suis entre cette succession d'expériences qui sont dans le passé et dont j'ai gardé un souvenir sur lequel je peux travailler, c'est ça le travail sur la ligne du temps, et je suis aspiré par un désir inconscient qui est le mien, que je ne peux nommer, mais dont je suis responsable de détecter à temps que je m'en écarte. Waouh, moi, avec ça, je peux aller me coucher, moi je suis content. Bon, je suis peut-être très vite content. J'ajoute une dimension. J'ajoute une dimension. Si on regarde le schéma comme ceci, vous voyez les schémas avec les empilements, vous avez les expériences passées, vous avez le futur. C'est là qu'on répond du pourquoi au pourquoi en deux mots. On donne sens. J'ai cette direction qui me donne. Et pour les amateurs de niveau logique, ou en tout cas de ce qui ressemble à des niveaux logiques, vous avez dans ce schéma-ci un niveau d'abstraction croissant. J'ai fait une imitation très, très, très dichotomique. Désolé, mais c'est une question de temps aussi. Mais vous pouvez faire différents niveaux. Les niveaux opérationnels, est-ce que je fais la vaisselle? Je déteste faire la vaisselle. Pourquoi tu fais la vaisselle? D'accord? Est-ce que tu veux rester marié? Est-ce que tu veux rester à faire ce métier? Est-ce que tu veux rester à prendre du temps pour toi, pour ta famille? Quelles sont tes valeurs, tes priorités, etc. C'est là qu'on va retrouver ce genre de niveau d'abstraction qu'on, que plus ou moins évoqué, plus ou moins sous-entendu dans les niveaux logiques de Diels, mais qui trouvent pleinement leur place ici. Et j'ai rien besoin d'autre. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah oui, c'est aussi quelque chose d'important. C'est qu'en fin de compte, le schéma précédent, c'est un schéma simplifié, parce que je vous ai dit, identification, c'est au pluriel. Et donc, en fait, on devrait plutôt représenter les identifications comme ceci, en disant, tiens, c'est laquelle qui est pour le moment active chez toi, et puis qui va s'effacer, qui va se transformer, qui va se renforcer, qui va s'affaiblir. Donc, on a l'ensemble de ces identifications qui sont comme ça. Et quand je vais travailler avec un processus dans ce sens-là. Je me demande si je ne vous avais pas mis un plus quelque chose. Et j'ajoute encore, pour intégrer encore quelque chose en plus, c'est que le niveau du dessous, on peut aussi le diviser en parties. Vous connaissez le travail sur les parties. Donc en fait, vous prenez ça, et en fait, quand j'ai cette partie de moi qui me dit, qui doute, et l'autre partie qui est sûre d'elle, et l'autre partie qui dit tu devrais, l'autre tu devrais pas, etc., eh bien voilà le schéma avec lequel vous allez travailler. Vous allez travailler avec ces différentes parties, pour autant que la personne ait exprimé ces parties. S'il n'y en a pas, on n'en fait pas.
Et vous allez pouvoir dire, tiens, elle est connectée avec quelle identification, avec laquelle on va travailler, laquelle on va affaiblir, laquelle on va renforcer. Par rapport aux identifications, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles naissent dans le contexte, elles descendent, c'est-à-dire elles commencent à prendre forme pour moi dans ma réalité. Dans ma réalité, je vais m'identifier plus ou moins consciemment, plus ou moins agréablement. Et puis elles vont s'intégrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que si une de ces... J'avais pris l'exemple d'un étudiant qui rentre à l'université, tout d'un coup, il va avoir ce label, j'appartiens à cette classe des étudiants. Après, il va être conseiller juridique, si c'est un juriste. Il va être conseiller juridique, il va se sentir bien, il va intégrer ça, les membres du personnel, il appartient à la boîte, il a le label sur son ventre avec le t-shirt, il va faire des courses, ils vont faire des courses de jogging ensemble. Donc, il entre complètement dans l'identification employée de cette multinationale. Et puis un jour, on dit, oh, super content de toi, tu veux maintenant, à partir de maintenant, tu vas devenir manager de l'équipe des conseillers juridiques. Et là, tout d'un coup, il se sent pas bien. Il va, il va travailler sur cette appartenance avec cette notion de manager, mais il va pas se sentir bien. Et cette classe manager d'une équipe ne colle pas à lui. Et s'il n'y prend garde, et s'il ne s'écoute pas, qu'est-ce qui va se passer? Sa courbe qui va vers son désir inconscient va dériver, un peu comme l'attraction des planètes. Vous imaginez l'identification qui se place là en haut et qui attire comme la lumière est attirée par le soleil dans la théorie de la relativité. Et à un moment donné, il va se réveiller et dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? C'est pas moi ça. Et il va travailler ça. De nouveau, en termes de travail de coaching, c'est du pain béni parce qu'il y a, il y a tout qui est là. En fait, il y a vraiment tout qui est là. Voilà. Ben, je pense que je vais en rester là. Je pense que je vais en rester là et je préfère vous laisser un peu de temps pour réagir. Et je vais placer, voilà. Et je suis ouvert et tout oui à vos questions, commentaires. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais je pense que c'est bien comme ça.